Vaiana, la légende du bout du monde, ou Moana, est le 137e long métrage Disney et le 56e classique d'animation des studios. 6e dans le top mondial des 10 films Disney les plus rentables de tous les temps, c'est un film qui doit son succès en grande partie à sa campagne de communication, mais surtout à sa commercialisation. Et selon un article très récent, les premiers résultats de projection sont très encourageants pour dépasser le succès de Vice Versa 2 et La Reine des Neiges 2. Hello les cuistots, Vaiana 2 sort dans peu de temps et aujourd'hui nous allons voir comment ce film pourrait devenir le plus rentable de toute l'année pour Disney. Alors bien évidemment, vous vous en doutez, on ne parlera pas ici de la qualité d'un film, s'il est bon ou mauvais, d'accord? D'autres chaînes le font très bien. Mais ici on va plus s'intéresser à la communication qui a été faite sur le film et la capacité de Disney à le rendre rentable. Alors au-delà de savoir pourquoi est-ce qu'un film doit être rentable pour son studio, la vraie question serait plutôt comment transformer un film à succès en licence rentable pour Disney. Bienvenue dans le circuit de distribution d'un film. Avant même la partie tournage et animation, la première étape d'un film à succès va commencer avec l'écriture. Mais le développement d'un film d'animation prend du temps et peut coûter bien plus cher à la réalisation qu'un film en prise de vue réelle. Le producteur Emmanuel Alain Reynal de Miu Productions dit ceci: ce sont des œuvres plus coûteuses à développer que les films en prise de vue réelle. C'est donc un investissement en termes de temps, d'énergie et de financement qui est différent. Et ça fait partie des spécificités techniques d'animation. C'est ainsi. C'est pour ça qu'à la conception d'un scénario, à l'écriture, un producteur peut décider si l'adaptation deviendra un dessin animé classique, un film d'animation ou un film en prise de vue réelle en se basant sur 3 critères. Sur la cible et la tranche d'âge, sur le rendu de l'univers, sur le décalage entre les personnages, à savoir s'ils sont plus réalistes ou s'ils sont plus cartoonesques. Et ça c'est surtout vrai en France où les chaînes de diffusion imposent un cahier des charges strict à respecter pour les studios de production par rapport aux tranches d'âge qu'ils ont déjà prédéfinies. Après, plus précisément, là autour de la table, on a tous un profil quand même un peu sur les deux tableaux, quoi, et écriture et production. Enfin, moi je sais que quand je revais ma casquette unique de production uniquement, j'ai pas le même rapport au texte. Le maître à bord, c'est quand même l'auteur de la Bible du projet. Moi, je suis plus là en tant que productrice, de façon à ce que le projet reste dans le cahier des charges qu'on a défini ensemble en amont. Je vais moins mettre d'affect personnel dans mes retours. C'est vraiment l'affaire pour moi de l'auteur ou de l'autrice. Aux États-Unis, par contre, la création et la production d'un film est une institution depuis les débuts du cinéma. Elle est purement lucrative et mercantile. Donc en gros, un film qui n'est pas rentable, c'est un film qui ne sortira pas, même si les idées sont originales et qu'elles n'ont jamais été traitées auparavant. Disney est avant tout une entreprise qui doit d'abord faire des bénéfices pour pouvoir avoir des marges confortables pour continuer de nous faire rêver. Et je rappelle aussi que Disney est sous la coupe de ses actionnaires. Et il doit se plier à leur volonté avant de faire plaisir à ses clients. Ces fameux actionnaires ont le pouvoir sur les levées de fonds pour un film, ainsi que les stratégies politiques. Alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisque Louis Esquier avait déjà fait une vidéo sur BlackRock, Vanguard ou SSGA. Sachez cependant que le PDG d'AMC Entertainment, qui est la plus grosse salle de cinéma au monde, avait déjà donné une conférence avec l'un des actionnaires le 6 novembre dernier. Et qu'ils ont estimé que Vaiana 2 pouvait générer jusqu'à 135 millions de dollars de ventes de billets rien qu'aux États-Unis et au Canada pour son premier week-end d'exploitation. Pour savoir si un film remplira les conditions d'exploitation, chez Disney, pendant le processus de création, la communication va s'effectuer avec ce que l'on appelle le Disney Thinking. C'est un processus en 3 étapes qui permet aux équipes de production et aux scénaristes de pouvoir écrire correctement le scénario et de pouvoir savoir si le film sera rentable ou non. Nous avons le rêveur, le réaliste et le critique. Le rêveur permet d'énoncer des idées originales avec des personnages réels ou imaginaires sans limite de réalisme. Il peut faire des références à des croyances, de la culture populaire ou des choses imaginaires. Le réaliste, lui, évalue la faisabilité du projet de façon opérationnelle, c'est-à-dire les ressources nécessaires pour le film, le planning des équipes, le budget, les financements, l'organisation, etc.
Le critique, lui, à la fin, anticipe les remarques et les incohérences du projet et il imagine les contraintes et les obstacles liés à la réalisation et les critiques du film. Chaque membre de l'équipe peut alors échanger et débattre. Il regroupe des questions identiques, il relie les points et les sujets similaires et il retient les idées pertinentes qui vont servir à faire un plan d'action. Pendant cette phase de plan d'action, l'équipe peut donner des idées sur les campagnes à mener. Chaque action est affectée à un membre de l'équipe à qui on impose une date limite de réalisation. Il n'est pas rare qu'un producteur puisse coécrire avec les scénaristes dès la conception de l'histoire. Ceci afin que le film soit rentable à sa sortie. Une sorte d'inspecteur des travaux finis en sorte. Plus généralement, on utilise la méthode du Disney Thinking dans plusieurs industries, telles que le cinéma, le marketing, le design ou encore les innovations technologiques pour affiner un projet ou une conception d'idées. Au-delà de l'aspect créatif, le producteur peut aussi donner une référence technique que l'on appelle un dossier technique pour réaliser le film. Ce dossier technique prévoit le scénario, les personnages, les lieux à tourner ou les repérages. Il prévoit également tout le découpage technique, tout ce qui va être au niveau du storyboard, tout ce qui est angle de caméra, etc. Tout ce qui est la position de la lumière, les décors, le budget, les financements, les contrats commerciaux, les chaînes de diffusion. Bref, vous m'avez comprise. Donc vous m'avez compris, c'est dans sa période de pré-production que le film va être pensé dans sa globalité avec les premiers jets du scénario et les premières créations visuelles, ainsi que sa communication. En gros, les producteurs recherchent un scénario ou une idée originale. Ils gèrent les ressources pour s'assurer que le film est terminé à temps conformément à celui-ci. Et les distributeurs, de leur côté, vont chercher les droits d'exploitation auprès des ayants droit ou des salles de cinéma. Après, moi, je pense qu'effectivement, il y a tout ce cadre dont on parle là. On connaît la série ou le film sur lequel on travaille. On s'est mis d'accord avec la chaîne et on avance là-dessus. Mais ce qu'on cherche avant tout, c'est la surprise. C'est d'être ému, de rigoler là où on pensait pas rigoler. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, le cadre, il est là pour justement favoriser la création. En tant que producteur, on peut intervenir tout au long de la fabrication du projet. Mon métier demande de prendre des décisions quotidiennes qui peuvent toucher aussi à l'artistique. On est toujours en lien avec la production. Les processus de fabrication dans l'animation se font par étapes, même si certaines peuvent se chevaucher. Le producteur délégué a un travail en amont important pour la phase de développement et de financement. Alors je reviendrai sur cette histoire de storytelling un peu plus tard dans une autre vidéo. Retenez juste ceci, c'est que le storytelling, c'est un terme qui désigne généralement en marketing l'idée de raconter une histoire captivante pour mettre en valeur un produit ou une marque pour une cible visée. Ici, je vais plutôt m'intéresser à la façon dont Disney s'approprie les œuvres qu'il développe. Depuis les débuts, même quand Walt Disney était vivant, il a toujours insisté pour que ses scénaristes et Imagineers voyagent pour s'imprégner de la culture du pays pour traiter leurs projets. L'équipe de Vaiana est donc partie en repérage dans le sud de l'Océanie pour y découvrir les cultures polynésiennes. Ils sont passés par les îles Fidji, Samoa, Tahiti et la Nouvelle-Zélande. Tout a été pensé pour rendre le film le plus immersif possible. Pour cette étape, les artistes Disney ont créé spécialement l'Oceanic Story Trust, composé d'équipes d'experts, d'anthropologues, d'universitaires, d'enseignants, de linguistes, de maîtres navigateurs et de conseillers culturels.
Rien n'a été laissé au hasard. Même l'interprète de Vaiana, dans sa version originale, est une Polynésienne. Les détails de l'eau et des vagues ont reçu une attention particulière pour les rendre les plus immersives, les plus réalistes possibles. Ces vagues sont très différentes de celles que nous avons en Californie. La plupart des îles du Pacifique sont encerclées par d'immenses récifs coralliens sur lesquels viennent se briser les puissants rouleaux, si bien que les rivages sont très protégés. Il a également fallu que nous prenions en compte des facteurs comme la pluie, la présence de volcans ou encore le type de roches qui forment le sable. Ce sont ces petits soucis du détail qui participent souvent à la communication d'un film et qui améliorent le storytelling de l'histoire, car ils impliquent divers acteurs qui peuvent ainsi faire vivre l'œuvre. Alors si de base plusieurs acteurs natifs sont sollicités pour raconter leur propre histoire, l'histoire de leur pays ou d'une légende, le bouche à oreille fonctionne généralement très bien. Ça fait partie de la communication et ça met en valeur le film dans la zone géographique dans laquelle il est développé. Que ce soit des contes européens, des légendes chinoises ou des créations originales. Plus l'univers est riche, plus l'immersion est facile et plus l'expérience du public sera positive. Donc en fait, l'art de raconter de belles histoires captivantes et compréhensibles par tous avec des personnages attachants, c'est ça qui va faire en sorte qu'une œuvre va perdurer dans le temps. En gros, elle va pouvoir se raconter de génération en génération. C'est pour ça que les gens qui ont grandi avec Disney vont pouvoir eux-mêmes montrer ces œuvres à leurs petits-enfants, à leurs enfants, etc. pour partager avec eux et communiquer leur fascination pour ce monde magique. Le marketing moderne de la production d'un film va se baser principalement sur les résultats du premier week-end d'exploitation en salle. En fait, c'est un chiffre qui va donner une base pour savoir quelle est la valeur de ce film, comment est-ce qu'on peut l'exploiter, déjà au niveau national et après au niveau international, et combien concrètement il va rapporter au studio. Par exemple, lors de son premier week-end d'exploitation le 23 novembre 2016, le film Vaiana récolte 2,6 millions de dollars aux États-Unis. Le 27 novembre, son score dépassait 80 millions de dollars et en 2017, le film atteignait plus de 687 millions de dollars au box-office mondial avec une rentabilité de plus de 458%, sans compter tous les produits dérivés. De plus, les autres pays utilisent souvent les résultats du box-office américain comme référence de promotion à l'étranger du film. De quoi donner envie à Disney de faire une suite, mais pas seulement sur Disney+, mais surtout sur grand écran pour avoir plus d'impact sur le public. Vaiana 2 sera donc, à notre grande surprise, disponible pour notre plus grand plaisir sur la plateforme et sur grand écran le 27 novembre prochain en France et aux États-Unis. Nous projetons constamment nos projets sur des croquis. Le projet devenait de plus en plus grand et de plus en plus épique et nous voulions vraiment le voir sur grand écran. Il a évolué de manière créative et il semblait être une chose organique. Donc pour résumer juste simplement, plus un film aura de copies, plus il sera rentable et sera bien positionné sur son marché. Et ça, quel que soit le film, que ce soit un dessin animé classique, un film d'animation ou un film en prise de vue réelle. En sachant que, avant tout, les films d'animation, qu'ils soient en 2D ou en 3D, sont encore majoritairement réservés aux enfants. L'intérêt du producteur sera enfin de distribuer le film sur les marchés secondaires pour pouvoir valoriser l'œuvre originale, que ce soit les plateformes de streaming, les spectacles, les DVD, les Blu-ray, etc. Alors pour placer un petit peu le contexte, ça fait quelques années maintenant que le chiffre d'affaires de Disney est en baisse, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, d'accord? Donc ça c'est notamment dû ces dernières années à l'augmentation des prix des parcs, mais aussi la baisse de fréquentation de ces mêmes parcs. En 2020, il y a eu la crise sanitaire et en 2023, la grève des scénaristes qui a secoué tout Hollywood. Après les échecs commerciaux qui ont été The Marvels, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, Wish et Haunted Mansion, il faut un film qui puisse sortir le studio de la tourmente à cause de ces accusations graves de wokisme et de dérives politiques. Disney a donc trouvé une autre stratégie de communication. En plus du streaming et des réseaux sociaux. Interrogé récemment sur les scandales liés au wokisme, le PDG de l'entreprise Disney, Bob Iger, voulait stopper les critiques pour revenir à une attention sur les belles histoires. Et quoi de mieux qu'une histoire de princesse qu'on connaît déjà et qui a déjà eu son heure de gloire?
Selon une enquête de la société spécialisée Nielsen, vers la fin de 2019, Vaiana, la légende du bout du monde, fait partie des 4 films les plus vus, tous services de streaming confondus. Le film fait partie du top 10 des streamings les plus regardés. Et en termes de chiffres, on est sur du 748 millions de visionnages. Rendez-vous compte, Vaiana est devenue en quelque temps la princesse Disney la plus aimée de tous les enfants. Alors il faut savoir que dès les débuts, la société Walt Disney n'a pas vraiment construit de relations solides et directes avec ses consommateurs. Elle a toujours su compter sur des tiers pour pouvoir faire de la publication et de la communication. Selon Bob Iger, les entreprises qui forgent une forte relation avec leurs consommateurs survivront à la migration digitale. Comme les films d'animation sont encore pour les enfants, Disney opte pour le visionnage multiple des jeunes enfants pour pouvoir mettre en valeur leur catalogue et proposer Vaiana 2 comme exclusivité sur la plateforme Disney+. Ces dernières présentent une cible particulièrement avantageuse pour la simple raison que le contenu de la plateforme sera visionné plusieurs fois et qu'il y a donc moins de risques que l'utilisateur se désabonne une fois que le contenu qui l'intéressait est visionné, comme le ferait un utilisateur plus mature sur Netflix ou Prime Video. Il y a donc moins de risques de désabonnement. Donc avec ceci, il ne sera pas étonnant de voir Vaiana 2 sortir sur la plateforme Disney+, quelques semaines après la sortie du box-office US. Et ça pour le plus grand plaisir des fans. De quoi être un bon argument pour s'abonner sur la plateforme Disney+, n'est-ce pas? De plus, avec une réputation de plus de 100 ans, il n'est pas difficile de convaincre les nouveaux abonnés grâce aux influenceurs appelés les Disney Fanatics, qui partagent leur expérience de film avec leur communauté. Alors voici ici le tableau imaginé pour le business plan de Walt Disney en 1957. Mais comme c'est un peu fouillis, je vous ai un peu résumé les choses pour que vous puissiez mieux comprendre. On considère Walter Elias Disney comme le vrai premier marketeur de l'histoire du cinéma. En 1928, son personnage iconique Mickey Mouse sort sur grand écran et c'est le succès immédiat. Mais malgré tout, Disney n'a aucune idée sur comment rentabiliser son entreprise, hormis le fait de produire des courts-métrages à l'appel. En 1932, Walt et son frère Roy font la connaissance d'un vendeur nommé Kay Kamen, un rebelle et petit génie de la vente qui leur propose de gérer lui-même les licences de leurs personnages. Alors puisque Steamboat Willie et la collection des Silly Symphony fonctionnent bien à ce moment-là, Kamen s'est dit que y aurait une opportunité sûrement de pouvoir maximiser les gains. Intrigués par cette offre donc, du coup, Walt et Roy ont décidé de pouvoir inviter Kamen pour qu'il puisse donner des informations supplémentaires parce que à ce moment-là, il faut le dire, ils n'y connaissent rien au merchandising ou au marchandisage. Et c'est ainsi qu'entre 1935 et 1949, les premiers catalogues papier des produits dérivés de dessins animés voient le jour. Mais c'est surtout après le succès retentissant de Blanche-Neige et les 7 nains en 1937 que Walter va affiner sa stratégie de communication et de publication en créant un véritable écosystème qui permet de financer les futurs courts et longs métrages. Alors voici maintenant le format amélioré du business plan imaginé par Disney qui intègre maintenant les chaînes de diffusion telles que la télé, la radio et la presse. Alors j'en profite pour introduire 2 notions qui me semblent importantes en marketing, advertising et publicity. Advertising, c'est la publicité au sens classique du terme, avec divers moyens de production et de diffusion, tels que la télévision, la radio, la presse, la publicité sur Internet, etc., pour un public visé. Et en général, les marques s'attendent à avoir un retour des téléspectateurs pour pouvoir améliorer leur publicité et ainsi faire du ciblage ou du reciblage sur leur audience. Alors que le publicity, il va plutôt reprendre l'information qui a été relayée dans les médias sur des galas, sur des blogs, sur des festivals, sur des conventions, etc., sur des forums. Je ne vais pas m'amuser à pouvoir traduire ces 2 termes parce que les 2 signifient globalement publicité, mais même s'ils sont intrinsèquement liés, ils sont quand même très différents. Si advertising, c'est une façon payante pour la société de pouvoir faire de la publicité et de la communication sur son film, le publicity, lui, il est complètement gratuit, il échappe au contrôle et à la vigilance de l'entreprise mère de base et il peut être bien plus nuancé. Par exemple, une critique de cinéma sur un film, un article de blog, ou des recettes culinaires, ou des recettes marketing, n'est-ce pas?
Là, ce que je fais dans cette vidéo, c'est du publicity. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour moi, financièrement parlant, de pouvoir promouvoir une vidéo Disney. De toute façon, je ne suis pas rémunérée par Disney, je ne suis pas sponsorisée par Disney. Et voilà, ça à côté, c'est du publicity. Ça à côté, c'est du publicity aussi. Et ça, c'est du publicity. Les deux sont connectés, puisque si advertising est une notion complètement positive et une mise en valeur du produit, qui a pas de défaut et qui incite les consommateurs à pouvoir acheter, le publicity, lui, il est bien plus nuancé et il est plus crédible aux yeux des gens. Donc en fait, pour une bonne communication, on a forcément besoin des deux. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire pour une entreprise de soigner le copywriting de son produit pour qu'il apporte des informations réelles et crédibles, mais aussi qu'il donne envie aux consommateurs d'acheter une place de cinéma ou de s'abonner sur Disney+, malgré les critiques. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le copywriting et sur l'histoire du copywriting, mais si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite à aller checker ce lien ici ou alors les liens en barre d'infos dans la description. Pour la sortie de Vaiana 2 par exemple, certaines salles de cinéma n'hésitent pas directement à proposer des goodies du film pour l'achat d'une place. Et depuis septembre 2024, les jouets, les livres et les accessoires liés au film arrivent dans les magasins pour les submerger. Disney a même eu l'intelligence de s'associer à d'autres marques pour rendre la licence inoubliable. Au niveau du business plan, on en est là. C'est-à-dire qu'en gros, le studio Disney ou les studios Marvel, etc., créent des marques, des licences pour pouvoir être exploitées par des partenaires, que ce soit dans les magasins de proximité ou sur Internet. Cette sortie calculée pour la fin du mois de novembre alimente aussi l'impatience et l'attente des enfants en période de fête de fin d'année. C'est cet événement qui va définitivement réveiller la hype autour du film, comme le film d'animation de Noël attendu de toute l'année. Et Disney est sûr avec cette stratégie que les parents n'hésiteront pas à dépenser sans compter pour faire plaisir à leurs enfants. Alors j'en profite pour faire remarquer que cette stratégie de princesse Disney avait déjà été utilisée dans d'autres films auparavant pour pouvoir booster les chiffres en fin d'année. Je pense au cas de Wish en 2023 ou de Vaiana premier du nom en 2016 ou alors de la saga La Reine des Neiges 1 et 2. Et voilà, là on obtient un film rentable. Et on remarque exactement le même phénomène concernant les parcs Disney pour Noël particulièrement. Les publicités sont toujours merveilleuses, elles appellent à la rêverie. Et d'ailleurs les mots magiques, imaginaires, féeriques ou ailleurs reviennent systématiquement dans les campagnes de publicité. Et ce n'est pas pour rien que les parcs d'attractions Disney se définissent avant tout comme les endroits les plus magiques du monde. Et il y a toujours des fans inconditionnés ou des familles qui n'hésiteront pas à aller à Disneyland pour les fêtes de fin d'année. Après tout, en tant que spectateur, on prend plaisir à écouter, regarder et à vivre ou revivre les belles histoires de notre enfance. Donc pour pouvoir limiter les pertes financières accumulées pendant des années sur l'entrée des parcs, Disney va maintenant utiliser la plateforme Disney+ pour fabriquer des licences rentables pour pouvoir justement augmenter la fréquentation et l'audience. Et l'approche multicanal présente beaucoup d'avantages. Elle permet de développer des informations connexes aux produits d'origine tout en complétant l'univers que les fans adorent. Ça, c'est le cas pour Star Wars, c'est le cas pour La Reine des Neiges, c'est le cas pour plein de licences que vous connaissez, que vous adorez tous. Pour continuer l'expérience, l'utilisateur achète les produits dérivés dans toutes les chaînes de magasins et peut acheter des billets de spectacle, écouter des chansons en boucle mémorables pour que la franchise se grave dans votre tête. Bah non, je n'ai aucun droit officiel de pouvoir partager la musique, donc je ne vais pas pouvoir vous en faire profiter. Désolée. C'est nul! Pour conclure, aujourd'hui, on peut dire que la Walt Disney Company, c'est plus de 183 milliards de dollars de capitalisation avec 88 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Elle se classe 4e dans l'industrie du divertissement en 2023, derrière Alphabet Incorporated, Meta Platform Incorporated, Comcast Corporation et ByteDance. On a grandi avec elle,
rêvé avec elle, on l'a détestée, on l'a soutenue, mais jamais une entreprise de divertissement n'aura su autant marquer les esprits depuis plus de 100 ans. Voilà, sans transition, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Tapez Vaiana en force dans les commentaires, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos et moi je vais aller sans plus attendre au cinéma pour aller voir le film. Bisous les cuistots, à la prochaine.